Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à déjà la 29e web émission de Médici. Je suis avec Eddie Chandonnet. Bonjour Eddie. Eddie est gestionnaire de portefeuille. Moi, c'est Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire de portefeuille également. Donc, Eddie, ce mois-ci, on a 3 questions. Exactement. Commençons par la première. Première qui nous vient de Michel via Facebook. Quelle est votre opinion sur la dette de Dollarama? Là, on ne sait pas, Michel, dans quelle optique, si c'est du côté de détenteur de dette ou comme actionnaire qui pose la question, mais je pense que tu as une réponse aux 2 questions. Oui, bien, c'est un bon point. Mais commençons par la perspective d'un actionnaire. Donc, on va prendre pour acquis que Michel nous demande si la dette est à un niveau qui serait, par exemple, préoccupant pour un actionnaire. On a sorti quelques chiffres ici. Bon, les données sur la dette totale. Donc, vous voyez, admettons, en 2016, 1900, c'est 1,9 milliard. Exact. OK? Et on a sorti 2 ratios qu'on regarde beaucoup lorsqu'on investit chez Médici, qu'on veut se donner une idée de la dette. Le ratio dette-EBIT, qui est le nombre de dettes divisé par le bénéfice opérationnel. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et on a une dette qui est à peu près à qui a varié de 3,3 à 3,8 fois le EBIT. Donc, généralement, quand vous êtes en dessous de 4 fois le EBIT, c'est pas trop risqué. Surtout une entreprise dans le style de Dollarama où les activités sont plus stables. Je veux dire, c'est des items qui sont achetés à un petit prix. Donc ça, il n'y a pas de préoccupation par rapport au niveau d'endettement. Là, il y a un point, par exemple, dans ton tableau, Pierre-Olivier, tu fais mention des engagements futurs. Ah oui, oui. Je pense que ça vaut la peine de mentionner c'est quoi exactement les engagements futurs? Oui, parce que souvent, les gens vont regarder au bilan, puis là, ils vont regarder la portion courante de la dette à long terme, puis ils vont regarder la dette à long terme. Donc, dans le cas de Dollarama, vous voyez plus récemment 414 millions, puis 1,48 milliards. Mais ce n'est pas tout. Dollarama, elle loue les emplacements de tous ses magasins. Elle n'est pas propriétaire de l'immobilier. Donc, elle prend des engagements futurs sur ses baux. Elle va signer, par exemple, des baux pour louer les magasins sur 10 ans, sur 15 ans. On pourrait argumenter que c'est une dette parce que demain matin, si l'entreprise a plus de difficultés, elle s'est engagée à louer ces espaces-là et elle doit payer le loyer. Donc, par conservatisme, on considère ça plutôt comme une dette dans notre cas. Oui, même si au bilan, ça n'apparaît pas, on dit, nous, on pense que c'est de la dette, un engagement sur un bail. Donc, vous voyez, il y en a pour presque 1,1 milliard d'engagements. Donc, ça, on l'ajoute à la dette. Donc, lorsqu'on parle des ratios, on parlait de 3 à 4 fois le ratio dette-EBIT, on inclut les engagements futurs sur les baux. Oui. Et l'autre chose qu'on regarde, c'est la quantité de EBIT divisée par les intérêts payés pour la période. Donc, la couverture des intérêts. Et on se rend compte que la quantité de bénéfices opérationnels est très élevée par rapport aux frais d'intérêt qui sont payés. Donc, dans les 2 cas, ce n'est pas préoccupant. Je veux dire, Dollarama a un endettement qui peut sembler élevé à première vue, mais ce n'est pas préoccupant. Puis encore une fois, la nature des activités stables fait en sorte qu'on n'est pas trop nerveux. Oui, puis en ce qui concerne les engagements futurs, je me rappelle d'une entreprise, les cuirs Danier, qui se transigeait à la Bourse de Toronto. Cette entreprise-là, on regardait les bilans, puis il n'y avait pas d'endettement, ou très, très, très peu. Mais l'entreprise a fini par faire faillite, ou en tout cas se restructurer. Puis, c'est les baux, par contre, qui étaient une charge lourde dans un contexte d'entreprise en déclin ou qui devenait moins à la mode. Donc, si Dollarama, on croit qu'elle va continuer d'exister, cet aspect-là peut être moins considéré comme une dette. Par conservatisme, on le laisse dans nos calculs, mais... Oui. Puis oui, il faut faire un discernement parmi les détaillants. Comme tu dis, cuir Danier, bon, ils vendent des items de cuir, c'était très concurrentiel. On ne parle pas de la même chose par rapport à Dollarama. Donc, comprendre l'entreprise, c'est toujours très payant. Oui, c'est un bon facteur de succès. Puis, pour mentionner peut-être du point de vue obligataire, si Michel veut acheter des obligations, l'obligation dont la maturité la plus courte est en juillet 2021
et elle a un rendement à maturité de seulement 2,8 %. Alors, c'est pas beaucoup. C'est pas très intéressant. C'est des revenus d'intérêt, donc c'est pleinement imposable. Si vous l'avez dans un compte imposable, évidemment. Puis, tu sais, l'inflation est peut-être de 2 %. Donc, dans ce cas-ci, on ne trouve pas l'obligation, du moins celle avec la plus courte échéance, on ne la trouve pas intéressante. Alors, passons à la deuxième question, Eddie, qui est sur SNC-Lavalin. C'est Robert qui nous a envoyé un courriel. Puis il dit, bon, au prix actuel, il veut savoir si SNC-Lavalin, c'est un bon achat à faire pour le long terme. Oui. Bien, d'abord, la question à se poser, c'est est-ce que c'est une entreprise qui nous intéresse, SNC-Lavalin, avant même la question du prix? Est-ce que c'est une entreprise qui nous intéresse? Donc, la stratégie Médicis, ce qu'on recherche, c'est une entreprise qui a une performance économique supérieure. C'est un point chez SNC-Lavalin qui peut être très variable d'une année à l'autre au fil des contrats qu'il vont y avoir. Des fois, il y a des contrats qui tournent mal. C'est un événement considéré extraordinaire, mais il y a une certaine récurrence qui apparaît dans le temps. Donc, performance économique supérieure, c'est pas nécessairement le cas. Elle n'est pas assez supérieure. Elle n'est pas assez supérieure, exactement. Est-ce qu'on a une présence d'avantages concurrentiels durables? Les avantages concurrentiels de SNC-Lavalin versus une autre entreprise d'ingénierie, je ne les vois pas. On pourrait dire qu'il y a une expertise dans certains secteurs, dans certains créneaux qu'on trouve chez SNC-Lavalin, mais c'est des ressources humaines qui ont cette expertise-là. Puis ces ressources humaines-là peuvent se déplacer d'une firme à l'autre. Puis on le voit souvent au gré des contrats, il y a un déplacement. Fait que l'avantage concurrentiel durable, on ne les voit pas. Puis ils sont difficiles à citer. S'il y en a, ce serait peut-être dans les relations, finalement, qu'ils développent. Mais ça, c'est difficile à évaluer. Là, puis les relations, ça nous amène au troisième point qu'on regarde beaucoup, la gouvernance exemplaire. Bon, mais il semble que ce point-là, on en a de la démonstration chez SNC-Lavalin récemment que c'est peut-être pas... on n'est peut-être pas en présence d'une entreprise avec une gouvernance exemplaire. Ouais. Donc, à la base, oui, le prix a baissé récemment, mais c'est une entreprise qui ne nous intéresse pas, peu importe le prix, jusqu'à un certain point. Mais disons que SNC-Lavalin aurait été conforme à notre stratégie. Ouais. On aurait dit on peut y investir. Qu'est-ce qu'on répondrait à Robert par rapport à ce qui arrive en ce moment, les nouvelles avec SNC-Lavalin? Comment... Bien, Robert, il y a un bon réflexe d'investisseur parce que c'est un événement qui s'est produit, qui a eu un impact sur le cours de l'action. Ouais. Puis des fois, ça peut créer des opportunités. Donc, on veut, d'abord, dans ce genre de situation-là, si l'entreprise nous intéresse, bien, on veut analyser la situation, c'est quoi les faits, c'est quoi cette situation-là. On veut évaluer ensuite de ça quels sont les impacts potentiels sur l'entreprise, les impacts monétaires, impacts sur les relations d'affaires, peu importe. Puis ensuite de ça, bien, est-ce que ces impacts-là vont être à court terme ou ils risquent d'être durables? Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Si c'est à court terme, si l'entreprise nous intéresse, puis on réalise que le marché dévalue de beaucoup l'entreprise, puis que l'impact, finalement, il va être seulement qu'à court terme, oui, ça pourrait être une belle occasion d'acheter une entreprise intéressante, si c'est le cas. Mais dans ce cas-ci, l'entreprise ne nous intéresse pas. Puis, est-ce que l'impact va être à court terme ou à long terme? Bien honnêtement, je ne sais pas. C'est dur à évaluer. Quand il y a une question de politique qui se mêle à tout ça aussi, on n'a vraiment aucune idée de quel côté ça peut tourner. On s'abstient. OK. Merci, Eddie. Troisième question. Troisième question par Martin via Facebook. Y a-t-il des compagnies dont les obligations vous apparaissent intéressantes? Donc, on parle de revenus fixes à mettre dans le portefeuille, là, si c'est quelque chose qu'on a besoin de mettre dans votre portefeuille. Oui. Ben, merci, Martin, pour la question. Je dirais que la réponse très courte, ce serait non. Il n'y a pas beaucoup d'obligations qui nous intéressent. Il faut être très créatif en ce moment, considérant la faiblesse des taux d'intérêt pour trouver des titres à revenus fixes intéressants. Et on ne se tourne pas tant vers les obligations présentement. On regarde plus vers peut-être les actions privilégiées ou peut-être les debentures convertibles.
C'est vraiment là qu'on réussit à avoir peut-être un rendement un peu plus intéressant. Il faut travailler plus fort pour avoir des bons rendements. Ah oui, parce que... puis pour illustrer ce point-là, à propos des taux d'intérêt qui sont très faibles, puis du fait que c'est difficile, on est allé chercher 2 indices d'obligations, en fait, des fonds négociés en bourse d'obligations au Canada. Il y en a un, c'est le XSB, okay? C'est les obligations à court terme au Canada. Et l'autre, c'est le XBB, c'est les obligations à échéance normale, donc pas celles à court terme. Donc, c'est vraiment une moyenne de toutes les échéances. Vous voyez, le XSB, c'est un indice, il y a 505 obligations fédérales, provinciales, corporatives, et son rendement à maturité, c'est 2,2 %. Donc, c'est très faible. 2,2 %, là, on est pas mal à l'inflation annuelle. Là. Pour quelque chose qui était de maturité un peu inférieure à 3 ans. Ben oui, c'est ça. Donc, ça reste très court terme. Puis là, quelqu'un pourrait se dire, ah, ben je vais prendre plus de durée, je vais investir dans des obligations à plus long terme pour avoir... Les rendements sont meilleurs. Ben oui, pour avoir un meilleur rendement. Mais regardez le XBB. Vous avez presque 1300 obligations dans cet indice-là et le rendement à maturité est de 2,58. Donc, il n'est pas beaucoup plus élevé que le XSB. Ce n'est pas une grosse différence. Puis vous avez une durée effective de 7,5 ans, une maturité moyenne de 10 ans. Donc, si vraiment vous voulez investir dans les obligations, notre conseil, c'est garder vos échéances courtes parce que vous n'êtes pas beaucoup récompensé pour prendre des longues échéances. Et les risques qui viennent avec. Là. Et c'est ça. Si vous prenez des longues échéances, puis que les taux d'intérêt venaient à augmenter, le marché nous dit qu'ils augmenteront peut-être pas tant que ça, là, mais s'ils venaient à augmenter, vous allez avoir un recul dans vos obligations, un recul plus important. Alors, gardez les échéances courtes, puis encore une fois, les espérances de rendement dans les obligations de bonne qualité, c'est vraiment pas élevé. Bon, bien, ça conclut notre émission. Pierre-Olivier, merci beaucoup. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions via notre page Facebook, notre site Internet. Une page LinkedIn. Page LinkedIn, exactement. Donc, Pierre-Olivier, merci beaucoup. Merci. Merci d'être à l'écoute.